On va peut-être passer à une deuxième forme de réponse libérale. Madame Céline Auron, Jean-Paul. Alors Céline Auron, un médecin généraliste, elle a commencé sa carrière en tant que PH à temps partiel en diabéto à Aix, ce qui lui a permis en l'an 2000 de lancer un des plus gros réseaux de diabétos qui s'appelle Diabex. À la date d'aujourd'hui, elle se retrouve, elle va nous expliquer comment, pourquoi et ce qu'elle y fait à la tête d'un nouvel acteur dans le contexte de la réponse aux urgences et à la permanence des soins. C'est une plateforme qui s'appelle Apport Santé et dont elle va nous expliquer la finalité, le mode de fonctionnement et le premier bilan au bout de 9 mois. C'est une initiative qui est appelée à se multiplier dans d'autres régions. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui à vous présenter le dispositif Apport Santé. Merci Jean-Paul pour cette présentation. Je suis ravie d'ailleurs de vous présenter les résultats après le lancement auquel vous aviez participé au mois de décembre. Apport Santé, comment on en est arrivé là? Je vais me tromper de bouton. Est-ce que vous pouvez me recaler le diaporama? Voilà. Merci. Voilà. Donc c'est une structure, un réseau de santé qui a été lancé en fin des années 2000, qui a été financé au début par le Fonds d'aide à la qualité des soins de ville. Donc au départ, il s'agissait d'améliorer la qualité des soins en ville et sur le diabète. On a ajouté ensuite la prise en charge en collaboration avec les établissements de santé, ça c'était en 2005. On a étendu notre territoire, je vais vous le présenter ensuite. On a après obtenu l'agrément pour l'éducation thérapeutique qu'on faisait déjà depuis le démarrage et c'était finalement assez innovant de proposer de l'éducation thérapeutique en ville dans les années 2000 par les professionnels libéraux. En 2011, on a commencé à se dire que bon, le diabète c'était un modèle mais que finalement la prise en charge telle qu'on la proposait se prêtait tout à fait à l'ensemble des maladies chroniques. Donc on a étendu nos actions. Et on a mené, c'est ça qui nous a vraiment permis de développer le projet tel que je vais le présenter aujourd'hui, une recherche-action avec les professionnels de santé de premier recours sur le parcours de santé des patients. Il s'agissait de réunir les professionnels de santé, en particulier dans les cantons dits vulnérables de notre territoire, définis par l'ARS au regard des indicateurs de santé. Ils étaient 12 sur notre territoire. Donc réunion avec professionnels de santé de premier recours pour déterminer quelles sont les difficultés dans la prise en charge des patients, en particulier des patients précaires, mais des patients diabétiques, c'était la question, le diabète étant pris comme maladie traceuse pour essayer de trouver des solutions. Et c'est vrai que ces entretiens, ces réunions qui ont réuni plus de 150 professionnels nous ont vraiment permis de monter le projet tel que je le présente aujourd'hui, pour apporter une réponse au problème. Donc Apport Santé a été lancé officiellement en 2013. C'est une structure qui est financée principalement par l'ARS, qui est soutenue par l'ARS. Et la demande de l'ARS est de proposer des outils, ceux que je vais vous présenter. Nous avons d'autres partenaires financiers, le Conseil régional PACA, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, et un soutien aussi de différents partenaires, dont Sanofi, pour la plateforme que je vais présenter. Alors c'est une structure de proximité avec un territoire assez étendu, tout l'ouest des Bouches-du-Rhône et les communes limitrophes. Le principe, cependant, c'est vraiment de travailler en déconcentration, c'est le terme que nous avons choisi, c'est de travailler avec les professionnels locaux, les structures locales et les libéraux locaux pour développer le dispositif. Bon, c'était une évolution croissante au fur et à mesure des années, puisque entre les années 2000 et maintenant, vous voyez qu'aujourd'hui, on arrive à 1600 professionnels, plus de 1600 adhérents de la structure et plus de 3000 patients en file active, on va dire, et près d'une centaine de partenaires. On s'est vraiment attaché à conventionner avec l'ensemble des partenaires du territoire, et là, on se rapproche véritablement de l'ensemble des URPS. Donc quel est le dispositif? On a scindé les différentes actions qui sont les nôtres, mais finalement elles se rejoignent et elles permettent de répondre aux questions qu'on se pose depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme outil pour favoriser finalement le maintien des patients à domicile et éviter le recours aux urgences? D'abord un service de coordination doté d'une plateforme téléphonique, je vous en parle après, et d'un service de coordination de santé. Des programmes d'éducation thérapeutique de proximité avec les professionnels locaux, des formations des professionnels en lien avec nos activités et avec la notion de parcours de santé maintenant, et aussi la notion de veille territoriale, puisqu'il s'agit pour nous d'identifier les points de rupture dans le parcours de santé des patients par territoire, de pouvoir les remonter vers les instances concernées.
Alors la coordination du parcours de santé, en quoi elle consiste? Eh bien, il y a deux niveaux. Un niveau, et c'est celui-ci qui est particulièrement innovant, qui est une plateforme téléphonique qui est accessible à tous les professionnels du territoire. C'est un service destiné aux professionnels de santé et c'est bien ainsi qu'on nous demande de développer nos actions, c'est venir à l'appui des professionnels de santé de premier recours, en particulier des médecins dont on sait qu'ils sont complètement débordés. Et ça ressortait bien de nos réunions. Donc proposer un service qui, d'une part, recense toutes les ressources du territoire dans le domaine sanitaire, dans le domaine médico-social, mais aussi dans le domaine social et qui va apporter une réponse, que les gens soient adhérents ou pas, chacun peut nous appeler, le professionnel, ou il peut demander aussi aux patients, mais c'est le professionnel qui fait l'intermédiaire, ou aux aidants de nous contacter pour trouver une ressource sur le territoire. C'est un premier niveau de coordination finalement assez léger, je vous présenterai les résultats après, mais qui permet à chacun d'appeler, de connaître une ressource pour faciliter la prise en charge du patient et son maintien à domicile et éviter là encore le recours aux autres structures. Après, accompagner la coordination pour les patients les plus complexes avec une équipe de coordination, organiser le parcours de santé des personnes. Donc l'équipe de coordination, c'est 9 salariés aujourd'hui, des infirmières, une assistante sociale, du temps de secrétariat, une diététicienne pour l'éducation thérapeutique et un médecin coordinateur que je suis. Quels sont les moyens? Donc l'équipe, un réseau de professionnels, je vous en ai parlé. L'objectif, c'est vraiment de travailler en amont de l'hospitalisation et en aval. En amont, c'est-à-dire essayer d'éviter le recours à l'hospitalisation chaque fois que possible, et en aval aussi pour accompagner la sortie d'établissement. Donc ça peut être la sortie, par exemple, pour des patients qui sont en court séjour et qui après sont en SSR, ou directement la sortie du court séjour, mais ça peut être aussi une réflexion, et c'est celle qu'on mène, sur la prise en charge en chirurgie ambulatoire pour éviter l'hospitalisation traditionnelle et favoriser la chirurgie ambulatoire en programmant en amont la prise en charge du patient à l'issue de la chirurgie. Par exemple, une personne isolée qui va bénéficier d'une intervention pour un canal carpien et qui derrière aura besoin de mettre en place des aides ménagères si on veut que la chirurgie puisse se faire en ambulatoire. Alors on va réaliser un plan personnalisé de santé avec l'équipe, mais aussi avec les professionnels de santé libéraux qui y participent. Favoriser la collaboration entre l'ensemble des secteurs. Derrière la plateforme téléphonique, on a une infirmière et une assistante sociale. L'objectif d'avoir une assistante sociale, c'est aussi de décloisonner. Ce qui est remonté vraiment, c'est que souvent les professionnels nous disaient on ne sait pas orienter nos patients dans le social et on n'a pas de retour. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que les professionnels puissent être orientés vers les services qui sont concernés pour leurs patients, que ce soit facile pour eux, mais aussi qu'ils aient un retour d'information quand, par exemple, ils ont fait un dossier d'APA et qu'ils n'ont qu'un retour. Donc, comment on peut décloisonner, fluidifier et faire circuler l'information. Et harmoniser le parcours du patient, donc en planifiant les différentes étapes. Donc, il s'agit bien de coordonner des cas complexes. Finalement, on peut dire que dans la coordination, il y a plusieurs niveaux. C'est ça qui ressort de nos dernières réunions. Celle où le patient se coordonne tout seul parce qu'il est autonome. Celle où les professionnels déjà coordonnent, le médecin, l'infirmière. Et puis ceux pour lesquels c'est peut-être plus complexe. Il y a des séjours itératifs à l'hôpital. Il y a des patients avec des problématiques sociales, un isolement, une difficulté d'accéder aux soins. Et où là, une structure comme celle que je présente peut être un appui. Donc mettre en place les actions dans les différents champs, faire le lien, c'est un élément extrêmement important, faire circuler l'information, on en a parlé tout à l'heure, en sortie d'établissement particulièrement, mais aussi en maintien en ville. La médiation est un point qui s'avère extrêmement important, qu'on n'avait pas noté au démarrage, mais c'est vrai que les familles jouent un rôle important et que bien souvent, il y a besoin de faire la médiation entre les professionnels de santé, l'hôpital, les familles et avec les patients eux-mêmes, et des fois de faire des réunions pour que tout se mette en place et que qu'on puisse être dans un parcours de santé adapté. En moyenne, on a fait des petites statistiques, c'est 8 heures de temps d'intervention pour la coordination, 2 heures de temps social, 6 heures de temps infirmier, avec des moyennes qui vont de 1 heure pour simplement trouver une infirmière pour faire sortir le patient de l'hôpital, à 36 heures quand la situation est vraiment très complexe. Donc organiser le maintien à domicile, social, paramédical, on en a parlé. Quelques résultats maintenant pour expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Depuis janvier 2014, plus de 250 appels vers la plateforme. On tourne là, on commence vraiment à amorcer une vitesse de croisière. On est à plus de 60 appels par mois actuellement, en partie des professionnels de santé ou des patients via les professionnels. Plus de 120 patients pris en charge en coordination, dont la moitié en sortie d'établissement. Là aussi, ça va croissant. Et plus de 300 patients en éducation thérapeutique. Là, en général, on a une file active de 600 en fin d'année. Quels objectifs sont fixés? Sur la plateforme, c'est 1000 appels annuels. Sur la coordination, c'est 350 patients annuels. Et en éducation thérapeutique, 400 patients en circuit complet, ce qui fait beaucoup plus. Oh, pardon, du coup, j'ai trop appuyé. Bon, je vais y arriver.
Voilà. Quelle est l'origine des patients? La plupart du temps, enfin 50%, je vous l'ai dit, un établissement sanitaire, les médecins de ville ou les autres professionnels de premier recours, et de temps en temps des établissements sociaux qui voient des patients qui n'ont pas de médecin ou qui sont dans des parcours de santé erratiques, on dira. Je me tourne peut-être par là. Voilà. Quel est le type de complexité? Évidemment, la polypathologie, c'est un des éléments de la complexité, l'isolement du patient, la précarité, c'est aussi l'isolement. Hein. On a étudié, on fait le score EPIS systématiquement pour les patients, et on a plus de la moitié de nos patients qui sont en situation de précarité. Les fins de vie aussi, les barrières de la langue et les plurihospitalisations. Quel type de coordination sont menées? Bien souvent, il s'agit de trouver des professionnels qui vont intervenir à domicile. Ça peut être trouver un médecin traitant. On a souvent la demande qui puisse se déplacer à domicile. Ou sur certaines communes, malgré la bonne démographie, on dira en PACA, certaines communes, il n'y a plus de médecin traitant. Il y a des patients qui ne trouvent pas de médecin. Donc là, il s'agit aussi de trouver un médecin qui puisse prendre en charge le patient. Trouver un infirmier, c'est vraiment une demande récurrente pour faire sortir le patient. L'autre jour, on a un patient qui nous a appelé. Il avait passé 15 coups de fil pour trouver une infirmière. Il ne trouvait pas. Et en faisant l'intermédiaire, on a pu trouver une infirmière. C'est une demande qu'on a aussi des services des urgences, c'était évoqué, c'est quand le patient sort pour lui éviter l'hospitalisation, trouver une infirmière, c'est souvent un problème. Et là, on est dans une réunion hier dans un hôpital qui est complètement en crise au niveau des urgences, qui nous disait, mais nous, on n'arrive pas à trouver de kiné, pas à trouver d'infirmière pour faire sortir le patient, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc ça peut être ce genre de demande, suivi psychologique, orientation vers l'éducation thérapeutique, ça fait partie des demandes qu'on a aussi. L'éducation thérapeutique, c'est finalement un des moyens d'autonomiser le patient, de le maintenir à domicile. Si on prend l'exemple du diabète, connaître l'hypoglycémie et savoir se resucrer, ça évite bien des recours aux urgences aussi. Le matériel médical, la prise des rendez-vous, c'est souvent un problème pour certaines populations, pouvoir prendre les rendez-vous, savoir où est-ce que, dans les demandes que nous avons, où est-ce qu'on va trouver un professionnel en secteur 1, quels sont les horaires, quels sont les délais, enfin, différentes questions, trouver une consultation de la douleur, par exemple, pour un professionnel de santé, trouver un dentiste qui va pouvoir s'occuper de l'enfant sous Antonox, enfin, différentes questions qui finalement, en pratique de ville, pour le médecin, sont un problème, mais qui peuvent être des problèmes aussi pour les établissements de santé. Et puis trouver des soins à domicile, SIAD et autres, ça c'est aussi récurrent. Finalement, on a interrogé les professionnels, donc on en avait interrogé, c'était au mois d'avril, on avait quelques mois d'existence sur ce nouveau métier, 33 professionnels qui avaient pris en charge 80 patients, et on leur demandait, est-ce que vous pensez qu'on a pu éviter des hospitalisations ou réduire? Plus de la moitié déclaraient que oui. Maintenant, il reste à le montrer, mais c'est vrai que c'est déjà au plan déclaratif tout à fait intéressant. Quels sont les points forts d'après l'enquête auprès des professionnels? La réactivité. C'est vrai que la demande, c'est je suis face au patient, moi je veux la réponse tout de suite. Donc c'est vraiment, et c'est ce à quoi on s'emploie, donner la réponse immédiatement si on peut, ou aller chercher l'information dans les meilleurs délais. On répond immédiatement dans les 2/3 des cas. Donc la disponibilité, l'accueil, le suivi, c'est-à-dire le fait d'assurer un suivi après la sortie d'établissement. Et là aussi, c'est demandé aussi bien par les professionnels que par les établissements eux-mêmes, directeurs ou autres, c'est éviter la réhospitalisation précoce lorsqu'elle peut être évitée. Justement, faire en sorte d'avoir un retour. Le patient est sorti, il a été pris en charge en ambulatoire. Est-ce qu'on est sûr qu'il ne va pas se représenter aux urgences de l'hôpital d'à côté? C'est la demande qu'on avait la semaine dernière d'un établissement. Et s'il se présente à côté, pour nous, c'est une mauvaise image de marque. C'était évoqué tout à l'heure. En plus, on n'a pas l'info. Et puis, c'est un surcoût. Donc, le fait de prendre en charge les patients de façon coordonnée et dans le temps, ça permet aussi d'avoir un retour, d'avoir un suivi et d'améliorer les pratiques, tout en considérant aussi, c'est ce qui nous est demandé, la prise en charge de la douleur. La prise en charge globale est un des points forts et le professionnalisme. Enfin, les patients sont satisfaits? Oui, vous voyez, à 86%. Quand on interroge les professionnels, ils sont à 100% satisfaits et 100% ont déclaré avoir déjà présenté le service à d'autres collègues. Conclusion, je dirais que c'est un résultat de 12 années de travail. Il est certain que pour en arriver là, il faut vraiment avoir un terrain et une collaboration avec les professionnels et avec les acteurs du terrain. C'est un dispositif qui nous est dit être innovant, je pense qu'il l'est, et qui est au service de tous, vraiment dans le but d'améliorer le parcours de santé et de participer de la permanence des soins pour le maintien à domicile du patient. Merci. Merci Céline. Peut-être une ou deux questions avant d'avoir le dernier éclairage un peu différent. Tout ça pour la modique somme de... Oui. Allez-y, allez-y. Micro. On a un budget annuel de 500 000 €. Bon. Dans 500 000 €, j'entends toutes les actions. C'est-à-dire vous avez là-dedans... Oui. Si, il marche. Vous avez là-dedans toutes les actions d'éducation thérapeutique qui sont quand même un gros point de notre développement, la plateforme, la coordination, et je n'ai pas présenté, je vous ai donné le budget total de la structure, mais je n'ai pas présenté, on a énormément d'actions, je ne les ai pas toutes présentées, on a des recherches-actions, on a des programmes d'activité physique adaptée, enfin on est très très diversifié dans notre offre. Donc là c'est le budget global pour l'ensemble de nos actions. Sur la coordination, le budget est de 300 000 € annuels.